Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif de l'Est parisien pour nous parler de leurs histoires, de leurs activités et du bénévolat. Avant de vous présenter notre invité, une bonne année à toutes et tous, et en particulier à ma coprésidente Léo, qui en a marre qu'on lui souhaite la bonne année. Eh ben, je te souhaite une bonne année, Léonore. Donc aujourd'hui, nous recevons monsieur Jérôme Perrin de l'antenne locale de la protection civile de Montreuil, Bagnolet, Romainville, pour être exact. Bonsoir monsieur Perrin et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Alors pour commencer, quelle est votre responsabilité au sein de la protection civile de Montreuil, Bagnolet, Romainville et en quoi consiste cette responsabilité ? Alors, avant de débuter mon propos, je vais d'abord, puisque c'est la période, vous remercier pour vos bons vœux. Merci. Vous souhaitez les miens par la même occasion des vœux d'excellente santé. Merci. Puisque là on est un peu dans le sujet, ouais. Et je voudrais avoir une pensée toute particulière pour la 50aine de nos bénévoles qui se relaient à Mayotte à la suite du séisme Chido qui a ravagé l'île récemment, de la tempête Chido qui a ravagé l'île récemment, et où on a des bénévoles engagés qui viennent en soutien aux populations mahoraises. Ouais. Ben, peut-être qu'on en parlera à un moment donné dans le débat sur les différentes missions. Et donc à Montreuil, je suis président délégué de l'antenne depuis 7 ans maintenant. Et donc c'est un peu moi qui donne le là de l'activité et qui met en œuvre les orientations en complément d'un bureau et d'un conseil d'administration. D'accord. Eh ben, on en parlera un petit peu aussi de l'organisation, comment ça fonctionne. Très bien. Votre association, puisque c'est une association, la protection civile. Oui, exactement. Dans cette émission, nous parlerons donc de la sécurité civile et tout particulièrement donc des activités de l'antenne locale de la protection civile, mais surtout du bénévolat, puisque voilà, on le dira aussi, voilà, il y a pas mal de bénévoles dans votre association. Lors de 2 échanges agrémentés d'une pause musicale, donc dont une choisie par vous et une autre choisie par David, notre programmateur musical. Et pour cette 15e émission d'Associativement Vôtre, j'ai la chance d'être accompagné de Neila, qui rejoint l'équipe. Bonsoir Neila. Bonsoir Franck. Ça va ? Ça va. C'est la première, donc oui. elle va m'accompagner, elle va co-animer cette émission. Et puis David, qui est toujours là, qui est toujours présent et qui va orchestrer cette émission avec les petits boutons sur la table de mixage, lancer les titres, les virgules, etc. Bonsoir David. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ce soir, vous l'avez compris, chères auditrices et auditeurs, nous parlerons des missions de la protection civile. Cette émission s'adresse donc à celles et ceux qui veulent en savoir plus, mais aussi aux personnes qui souhaitent être bénévoles pour la sécurité de tous. Alors tout de suite, on va passer à une chronique de Neila, notre nouvelle de l'équipe. À toi Neila. Eh ben, aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de la sécurité civile en France, avec un petit zoom sur les héros qu'on oublie trop souvent, la protection civile. Vous êtes prêts ? Bouclez vos ceintures, on part sauver des vies. La sécurité civile, c'est un peu le service après-vente de vos mauvais jours. Une inondation, un feu de forêt, un chat coincé dans un arbre ou une soirée qui dérape à cause d'un tiramisu suspect. Ils sont là. En France, on a 250 000 pompiers, dont 99% de volontaires, des gens qui sauvent des vies entre 2 barbecues, 16% de professionnels, ceux qui le font à temps plein et avec style, et 5% de militaires, parce qu'il faut bien quelqu'un pour gérer les situations mission impossible. Tous nos pompiers interviennent environ 4,7 millions de fois par an. Oui, vous avez bien entendu. Une intervention toutes les 7 secondes. En gros, le temps que vous trouviez vos clés le matin, ils ont déjà sauvé quelqu'un. Passons maintenant à la protection civile. Ces bénévoles qui font tout, sauf porter une cape. Avec leur veste orange, ils assurent autant sur les terrains d'inondation que sur les festivals. Quelques chiffres qui vont vous bluffer. 32 000 bénévoles, répartis dans 98 associations départementales, 60 000 missions par an
et pas des petites. Postes de secours, inondations, crise sanitaire ou même distribution de repas pour les personnes en difficulté. Et toujours avec le sourire, ou presque, même quand vous vomissez sur leurs chaussures après un cancer. Côté matériel, la sécurité civile, c'est aussi du grand spectacle. 26 avions dans le fameux Canadair, les Ferrari des incendies. 40 hélicoptères Dragon, qui réalisent 20 000 missions par an, souvent pour les sauvetages en montagne. Et nous, là-dedans, parce qu'on va pas se mentir, la sécurité civile, c'est super, mais ça marche mieux quand on met la main dans la pâte. Alors formez-vous au secourisme. Oui, c'est super utile. Et non, ce n'est pas compliqué. En plus, c'est un bon moyen de frimer en soirée. Tu savais que je pouvais te sauver si tu fais une fausse route avec ce toast? Rejoignez les bénévoles. Vous aimez aider? Vous adorez le orange? C'est le moment. En résumé, la sécurité civile, c'est des milliers de personnes qui sauvent des vies. Des millions d'interventions chaque année. Et nous, simples mortels qui pouvons aussi apprendre à devenir des héros du quotidien. La prochaine fois que vous croisez un pompier ou bénévole de la protection civile, dites-leur merci. Et souvenez-vous, la sécurité civile, c'est sérieux, mais on peut en parler avec un sourire. À bientôt, et d'ici là, restez prudents, mais pas trop sages. Merci Neila. Voilà, elle a tout résumé de ce qu'on va faire ce soir ensemble. On va parler de formation, de bénévolat et puis des différentes activités de la protection civile en général, mais notamment celle de l'antenne de Montreuil, Bagnolet et Romainville. Et donc on passe tout de suite à notre première partie de débat. Alors, première question, on va parler un petit peu là au niveau national de la protection civile. Depuis quand ça existe et pourquoi ça a été créé en fait? Alors, la protection civile, elle a été créée à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, pour venir aux populations, en aide aux populations sinistrées. Mmh. Et elle est l'héritière de la défense passive, donc qui mettait les gens à l'abri, qui accompagnait les personnes dans les abris anti-atomiques et dans les zones d'abri en cas de comment on appelle ça, quand il y a la guerre, quoi, quand les bombes tombent. Et donc, elle est l'héritière de cette approche d'aide aux civils, d'où son nom, protection civile. Et donc, elle a changé un petit peu de format au cours du temps pour devenir une association alors là, je parle de l'association Protection Civile Paris-Seine, qui est rattachée à la Fédération Nationale de Protection Civile, laquelle gère toutes les associations de protection civile sur le territoire, dont on nous a donné les chiffres tout à l'heure, les 98 qui sont sur les territoires et en territoire ultramarin, elles sont toutes rattachées à la Fédération Nationale de Protection Civile. D'accord. Eh ben, c'est bien, c'est clair. Ben, on va décliner tout ça. Est-ce que l'on trouve des antennes sur tout le territoire français? Combien d'antennes sur Saint-Denis, par exemple? Alors, on trouve des antennes, en fait, à l'échelon vraiment du territoire, c'est-à-dire, dans la profondeur. Sinon, on parle d'associations de protection civile quand on est au niveau du département. Donc, si on devait décliner, on a une fédération nationale qui s'occupe de tout le territoire. Ensuite, on a, dans les départements, des APC, des associations de protection civile qui peuvent être des fois des groupements d'associations. Et puis ensuite, quand on décline encore un peu plus en profondeur dans le territoire, au niveau de la commune, ou pour Paris, au niveau de l'arrondissement, on arrive à des antennes de protection civile. Donc on a 98 APC sur le territoire. Et puis alors pour le territoire qui me concerne, c'est Paris et la Petite Couronne. Donc la protection civile Paris-Seine, c'est 41 antennes, dont 5 en Seine-Saint-Denis. Donc Paris-Seine, ça regroupe Paris et la Petite Couronne. Donc c'est Paris, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. D'accord. Pas le Val d'Oise. Non. Le Val d'Oise, il a son APC propre, l'APC 95, la protection civile du Val d'Oise. Et c'est une entité qui se gouverne seule. Et donc sur la Seine-Saint-Denis? Donc sur la Seine-Saint-Denis, il y a 5 antennes. Il y a Montreuil, Bagnolet, Romainville, une. Il y a La Courneuve, Saint-Denis,
donc une deuxième. Aubervilliers à la Courneuve-Saint-Denis, Aubervilliers à la Courneuve-Saint-Denis, une deuxième. Il y a Saint-Ouen, une troisième. Il y a Livry-Gargan, Montfermeil, donc une quatrième. Et puis Pantin, une cinquième. D'accord. Alors ça fait pas tout le territoire, mais je suppose que chaque antenne couvre plus que sa ville. Alors effectivement, le regroupement territorial, quand il est défini ou choisi, c'est bien souvent par une approche de territoire, mais pour autant ça ne limite pas nos activités. C'est pas parce que nous on est protection civile Montreuil, Bagnolet, Romainville, ça m'arrive d'aller à Bobigny, d'aller à Drancy, à Duny, d'aller même au-delà du périmètre parisien. Hein. D'accord. Ok. Oui, donc c'est pas limité aux villes sur lesquelles vous êtes. Pour l'intervention, pour la relation privilégiée avec la municipalité, si on se limite aux villes qui sont dans nos dénominations. Alors parfois, ça nous arrive de demander à ce que la dénomination soit revue parce que on s'est rendu compte qu'on a beaucoup d'activités avec une municipalité avec laquelle on entretient des très bonnes relations, et donc on va demander à notre conseil d'administration s'il est OK pour qu'on puisse rajouter une commune. Alors, on va pas au-delà de 3. Hein. C'est très rare qu'on ait des entités qui aient plus de 3 communes de rattachement. Justement, concernant l'antenne de Montreuil, Bagnolet, Romainville, voilà les 3 villes. Donc si j'ai bien compris, c'est les 3 villes avec les municipalités avec lesquelles vous avez le plus de relations. Oui, exactement. Voilà. Et puis on se limite à 3, il y aura pas plus du coup. Alors, effectivement, il y aura pas plus. C'est déjà pas mal. Hein. Montreuil, Bagnolet, Romainville, ça représente un certain nombre d'habitants. Hein. Là, on dépasse, on doit être autour de 200 000, pas loin. Alors là, pour le coup, oui. Mais en fait, c'est pas le nombre d'habitants qui importe, c'est vraiment la relation avec la municipalité et puis la couverture territoriale qu'on peut être amené. Hélas, je veux dire, quand on a deux villes qui chevauchent la même rue, à partir du moment où on fait des activités solidaires, on choisit pas le côté du trottoir, en l'occurrence. Ouais, c'est sûr. On travaille sur. Oui, puis Montreuil, on a plusieurs villes. Enfin voilà. Oui, exactement. On a plusieurs villes voisines avec lesquelles on partage pas mal de rues. Depuis quand elle existe cette antenne ? Alors la protection civile de Montreuil, Bagnolet, Romainville, elle découle de la fermeture de l'association de protection civile de Seine-Saint-Denis, parce qu'auparavant c'était une entité propre qui avait donc ses statuts et son APC en Seine-Saint-Denis, et puis finalement des évolutions de fonctionnement et de développement ont amené à la fermeture de l'APC pour plutôt faire un groupement protection civile Paris-Seine qui a rattaché le territoire à la protection civile Paris-Seine, donc intégré la Seine-Saint-Denis, et donc on y développe désormais que des antennes. Et on les développe plutôt pas mal. En l'occurrence, pour Montreuil, je connais et dont je peux parler, où on a débuté, on était 6 secouristes il y a 7 ans et on est 61 depuis hier. Donc, c'est pas mal, sacré développement. Ça fait une petite compagnie, oui, exactement. Et donc l'antenne, elle est située où ? Alors, dans les 3 villes ou uniquement dans... Alors l'antenne, elle est située uniquement, et alors, je vais dire pour l'heure, parce qu'après on a tout le temps des volontés en fait d'un développement qui serait un peu plus implanté. Mais pour l'instant, elle est implantée juste à Montreuil, rue Beaumarchais. Donc pour ceux qui prennent la rue de Paris régulièrement, c'est une des rues qui est perpendiculaire là où il y a la station Total dans la rue de Paris. Ouais, dans le bas Montreuil. Exactement. Très bien. Et quels sont vos types de missions ? Alors les missions, pas qu'à Montreuil, mais pour toute la protection civile, en fait, elle se décline sur 3 plans. Il y a donc les missions opérationnelles, dont vous avez parlé tout à l'heure. Les missions opérationnelles, c'est... alors, moi, je les décline encore sous 2 axes un peu différents, c'est-à-dire les missions opérationnelles qui vont être, planifiées. Planifié, voilà, c'est ça, c'est le contient sur un planning où on sait qu'après-demain, il y a un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure parce que c'est une soirée étudiante ou parce que c'est de moyenne envergure parce que c'est un concert à l'Accor Arena de Paris-Bercy, par exemple, ou de grande envergure parce que on atteint un gros effectif comme à Paris La Défense Arena,
que l'on couvre opérationnellement. Donc ça, c'est des missions qui sont planifiées. On a une mission de renforcement du service public aussi, où on vient en renfort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du SAMU de Paris, ou du SAMU de Seine-Saint-Denis pour le territoire qui nous concerne, ou du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, où on met aux côtés des services publics des véhicules de secours avec nos équipiers, dont les uns sont formés à être chefs d'équipe de prompt secours, et donc ils vont en intervention à domicile quand les services publics sont sollicités pour faire une première évaluation, et notamment pour pas engorger l'utilisation des moyens lourds médicaux, par exemple. On envoie un véhicule de prompt secours qui va pouvoir faire une levée de doute et puis dire nous on peut le prendre en charge, donc ça évite l'envoi d'un médecin pour une intervention où ça serait pas justifié. Ouais. Vous avez un exemple ? Il y en a tous les jours des exemples. Quelqu'un qui va téléphoner puis qui va décrire une personne qui est un peu somnolente. Et le médecin, quand il reçoit l'appel au centre de traitement de l'alerte du SAMU, est hésitant. Est-ce que j'envoie un docteur tout de suite ou bien est-ce que ça peut faire l'objet d'un prompt secours ? On envoie un prompt secours où les gens ont des qualifications et des compétences pour prendre en charge la victime. Et quand le chef va passer son bilan au médecin, il va lui dire écoute, oui, effectivement, il y a besoin que tu viennes. Ou bien écoute, non, le message qui a été transmis initialement était un peu erroné, les données pas tout à fait entre quelqu'un qui dort puis quelqu'un qui est somnolent, il y a une grosse différence. Et il y a des situations où les gens, quand ils passent l'alerte, sont un peu en panique et donc amènent à des envois de secours des fois qui sont pas justifiés du tout. Alors c'est pas moins justifié quand c'est nous que quand c'est quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence, envoyer un médecin à un endroit où il n'a pas besoin, c'est ne pas l'envoyer quelque part où il y en aurait eu besoin. Et donc, d'un seul coup, ça permet de rééquilibrer un petit peu l'offre et la demande. Ça, c'est des missions qui sont planifiées. On intervient aussi sur des missions qui ne sont pas planifiées. J'ai deux situations. Un incendie en pleine nuit dans un immeuble, et on en a fait à Montreuil l'an passé, où les gens sont délogés de chez eux. C'est très bien, les pompiers font leur travail d'extinction, mais pour autant, les gens qui sont sur le bord de la route, avec les températures qu'il fait actuellement, il faut qu'ils soient pris en charge. Et donc là, on intervient aux côtés du service public pour la partie accompagnement des impliqués. C'est-à-dire, on aide la municipalité. Qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre un gymnase ? Oui, non, peut-être que juste une salle de restaurant, ça peut faire l'affaire. Voilà. Ça, c'est une approche. Et après, une mission non planifiée aussi. Tout ce qui peut être catastrophe au-delà, attentat, comme c'est arrivé il y a 10 ans maintenant, où on est autour d'une table et puis tous les téléphones se mettent à sonner en même temps parce qu'on a un système de déclenchement des secouristes qui aussi est un peu pyramidal. Et bien, quand on sait qu'il y a une crise qui naît, on alerte les bénévoles aussi avec une chaîne de commandement qui va définir où est-ce qu'on se donne rendez-vous, qui on envoie, comment on les envoie, etc. Ça, c'est une mission opérationnelle, planifiée, non planifiée. Mission solidaire, planifiée, non planifiée. On sait qu'une fois par semaine, on fait la maraude, c'est-à-dire on va à la rencontre des personnes en difficulté dans la rue. Et ça, c'est planifié. Une fois le mardi, une fois le mercredi, une fois le jeudi. On sait qu'on fait la collecte de produits de première nécessité avec des enseignes commerciales, la collecte des banques des banques alimentaires. On participe, ça aussi, c'est planifié. Mais on a aussi la même mission qui n'est pas planifiée. Quand on a l'activité solidaire, elle vient aussi quand on ouvre un gymnase en plein hiver parce qu'il faut mettre les personnes à l'abri. Et ça, c'est pas planifié. Enfin, on n'a pas prévu de le faire à telle date. Alors des fois si, mais pas tout le temps. Et donc là, on prend la partie de l'activité solidaire non planifiée. Et puis on a une activité de formation, enfin. C'est le troisième pilier de l'activité de toutes les APC normalement. Donc c'est la formation, d'une part la formation du grand public, la formation au secours du grand public, et puis d'autre part la formation des équipiers sur des formations de premier secours en équipe de niveau 1 et de premier secours en équipe de niveau 2, qui vont leur donner les diplômes et les qualifications nécessaires pour pouvoir intervenir sur du secours public, en renforcement des services publics, et puis les formations internes ensuite, donc les formations d'équipiers solidaires et sociales, de chefs d'équipe solidaires et sociales, de accompagnement à l'écoute psychologique de niveau 1, accompagnement à l'écoute et l'aide psychologique de niveau 2. Ce sont toutes des formations internes, mais que l'on enseigne à nos bénévoles pour qu'ils soient en capacité de prendre en charge
la détresse des gens qui vont être amenés à rencontrer à un instant ou à un autre. Ça fait quand même une certaine polyvalence pour les bénévoles et les salariés de la protection civile. J'allais dire oui. Alors j'allais dire, on va écarter les salariés parce qu'ils représentent au sein de l'association une infime partie. Quand je dis on les écarte, c'est juste en termes de nombre. C'est pas représentatif. Nous, on a un siège où il y a 30 salariés pour faire fonctionner une association où il y a 2000 bénévoles. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est disproportionné ou qui est dimensionnant. Et j'allais dire, les salariés vont avoir la capacité de faire tourner l'association dans son fonctionnement au quotidien pour apporter les réponses en horaire où les bénévoles vont pas être disponibles. C'est-à-dire en pleine journée, quand les gens travaillent, il faut bien qu'il y ait un service administratif qui assure le fonctionnement de l'association. C'est le rôle des salariés. Et puis, on a derrière ça donc des bénévoles donc qui ont un panel de compétences. Alors, les uns parfois font les deux. On a des salariés qui sont aussi bénévoles dans les missions, notamment dans la gestion locale territoriale des antennes. On a des gens qui ont des fonctions de salariat, et puis qui, le soir, deviennent bénévoles parce qu'ils vont partir faire du renforcement du service public ou des dispositifs prévisionnels de secours, et ça, ils le font au titre du bénévolat. Et donc, souvent, nos bénévoles, en tout cas à Paris et la Petite Couronne, et on essaye de faire en sorte qu'ils aient une polyvalence qui soit assez large. C'est-à-dire, alors, je vais décliner un petit peu pour Montreuil spécifiquement, mais à Montreuil, moi, je demande à ce que les gens y soient relativement polyvalents, c'est-à-dire pour ne pas être contraint sur une équipe qui assure une mission et quelqu'un est malade. Quand tout le monde a les doubles compétences et solidaires et opérationnelles, ça nous permet de remplacer les uns par les autres assez vite. Si on a la moitié de l'antenne qui ne fait que de la solidarité et l'autre moitié qui fait que l'activité opérationnelle, ça va être compliqué. D'un seul coup, quand il y en a un qui est malade ou qui est absent ou qui a un problème de dernière minute, ça demande un peu plus d'activité pour réussir à solutionner le problème de planning qui se solutionne assez facilement quand tout le monde fait un peu tout. Bon, alors évidemment, ça c'est aussi une impulsion qui est donnée assez régulièrement par le chef. Quand le chef fait tout, souvent les équipiers derrière, ils sont aussi enclins à suivre l'exemple. Oui, évidemment. C'est assez complet, mais on va développer après par la suite avec Neila. On a encore plein de questions à vous poser parce que ça nous intéresse vraiment tout ça. En termes d'organisation, qui vous sollicite pour ces missions? La préfecture, les municipalités. Là, Montreuil, Bagnolet, Romainville, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez des relations avec les municipalités. Donc dans ces missions, alors peut-être pas sur toutes les missions, qui vous sollicite plus souvent, enfin qui vous sollicite? J'aurais tendance à vous dire, moi j'ai une chance inouïe dans le poste que j'occupe à Montreuil, c'est que j'ai des excellentes relations avec la municipalité de Montreuil. Ouais. Mais elles sont à un niveau d'excellence qui est, j'allais dire, redoutable. Je veux dire, le maire, quand il rencontre nos secouristes, il vient les saluer et il demande des nouvelles. Donc on fait vraiment partie du paysage de la municipalité. On est requis sur pratiquement toutes les manifestations où la ville engage des opérations pour les habitants. Et elle demande l'implantation d'un dispositif de secours. Et il y en a beaucoup à Montreuil. Effectivement, il y en a beaucoup. Pas mal, oui. Ensuite, en fonction de l'événement, on peut être saisi par les préfectures. Je pense notamment quand il y a le plan grand froid qui est activé. C'est les préfectures qui vont solliciter notre fédération nationale. Et puis ensuite, là, il y a un dispositif de veille qui est actif. Et c'est lui qui redescend pour que ça arrive au bon territoire. Genre un numéro de permanence. On a la même chose à l'échelon Paris et Petite Couronne. On a un numéro de permanence qu'on peut contacter, alors pas pour le public, mais pour les services de l'État qui peuvent nous contacter pour avoir notre présence sur des événements ou sur des opérations ou des catastrophes, comme ça arrive parfois, inondations ou incendies, comme je l'expliquais, le plan grand froid. La neige. La neige, quand il y a eu la tombée de neige il y a quelques années qui
embouteiller tout Paris et les villes limitrophes et les départements voisins, eh bien là, on a été déclenché par les services de l'État qui nous ont demandé de leur venir en aide. Alors, juste pour un peu aller un petit peu plus loin dans cette question de qui vous sollicite, ça se passe comment ? Comment ils vous sollicitent ? Comment ça s'organise ? Un coup de fil, un SMS, On a des relations au quotidien avec les préfectures et avec les municipalités qui sont liées par les antennes locales implantées dans le territoire. Donc c'est celle qui connaît le mieux la municipalité que quiconque. Et ensuite, notre siège avec la direction des opérations, notamment qui pilote les opérations sur toute Paris et la Petite Couronne, eux, ils ont des relations avec les départements cette fois-ci. Et donc, il y a un numéro d'appel unique pour tout le monde, tous les services qui pourraient avoir besoin de nous, et je pense les départements, mais je pense par exemple la SNCF. La SNCF, les gares parisiennes, ont le numéro de l'astreinte permanente opérationnelle, et quand il y a des trains qui sont en retard, ou qu'il y a le plan vacances à mettre en œuvre, etc., dans la gare, ils appellent ce numéro-là en disant « il faudrait que vous nous envoyiez des équipes, parce qu'on a besoin de vous sur telle gare, il fait trop chaud, il y a trop de monde, les trains sont très en retard, il y a des gens qui vont arriver à 3h du matin, est-ce que vous pouvez mettre un accueil spécifique en place ?» Tout ça arrive sur une seule ligne téléphonique. D'accord, et après, on s'est réparti. Et après, c'est un système pyramidal. Il y a le directeur des opérations qui prévient les responsables des opérations de chaque antenne, lesquels préviennent leurs secouristes dans les antennes, et puis tout ça fait l'effet inverse, remonte, et lui a la capacité de dire on engage celui-ci ou celui-là en fonction du lieu, en fonction du temps, en fonction du nombre. Très bien. Eh ben, on arrive déjà à la fin de la première partie. et on a encore plein de questions avec Neila. On a envie d'en savoir beaucoup plus. Alors, on vous a demandé, on a l'habitude dans cette émission d'avoir des pauses musicales, et on vous a demandé de choisir un titre. Et vous avez choisi Les Feux d'artifice, interprétés par Calogero. Donc, pourquoi vous avez choisi ce titre ? Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou c'est une partie de l'équipe déjà ? Alors, non, effectivement, c'est moi qui l'ai choisi. Alors, j'ai demandé à l'équipe s'ils avaient des visions, quelques-unes, et donc on m'a communiqué d'autres artistes, mais dont la chanson, finalement, avait été déjà très bien connue sur d'autres missions bénévoles. Donc, j'ai réorienté le sujet, et puis, finalement, je suis arrivé au Feu d'artifice de Calogero, et j'ai décidé que ce serait celle-là. D'accord. Eh ben très bien. Eh ben on écoute tout de suite Les Feux d'artifice de Calogero. Radio Ems, l'essentiel de la musique. J'étais hissé sur des épaules, sous ces galaxies gigantesques. Je rêvais en tendant les paumes de pouvoir les effleurer presque. Ça explosait en fleurs superbes, en arabesque sidérale, pour faire des bouquets d'univers. Moi je voulais cueillir ces étoiles. On allait au feu d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, qui naissent, qui brillent et puis qui glissent, en retombant vers l'océan. Et ça fait des étoiles de mer, ça met dans les yeux des enfants des constellations éphémères, et on s'en souvient quand on est grand. Dans le ciel vibrant de musique, je voyais naître des planètes, jaillir des lumières fantastiques, et tomber des pluies de comètes. Je m'imaginais amiral, regardant voler mes flottilles. J'ai fait des rêves admirables,
incandescent. Quelqu'un refaisait mes lacets. Je voyais des adolescents au loin là-bas qui s'enlaçaient. Ça laissait dans mes yeux longtemps des traînées de roses et de verre. Je voyais dans mon lit d'enfant des univers sur mes paupières. Nous sommes comme des feux d'artifice, vu qu'on est là pour pas longtemps, faisant en sorte qu'on existe, de briller dans les yeux des gens, de leur offrir de la lumière, comme un météore en passant. Car même si tout est éphémère, on s'en souvient pendant longtemps. Et de retour, toujours en direct sur Radio Ems, et tout de suite notre second échange avec notre invité, Monsieur Jérôme Perrin, responsable de l'antenne locale de la protection civile de Montreuil, Bagnolet, Romainville. Alors, Monsieur Perrin, vous nous avez parlé de vos bénévoles, du nombre de bénévoles. Dites-nous le nombre de professionnels qu'il y a sur votre antenne de Montreuil et le type et nombre de moyens matériels, s'il vous plaît. Alors, je vais me permettre une petite nuance dans le propos. Il n'y a que des professionnels à l'association Protection Civile Paris-Seine. Il n'y a que des professionnels. Il y a une différence entre des bénévoles et des salariés, mais sinon, ils sont tous professionnels. Et alors, à Montreuil notamment, on n'a que des bénévoles. Il n'y a aucun salarié, hormis dans des missions très particulières de formation, où les formateurs qui suivent un cursus d'enseignement très particulier sont ou peuvent être amenés à être rémunérés dans leur mission ponctuelle de formation. Et encore, il faut qu'ils en fassent la demande, parce que sinon, ils peuvent l'assumer en bénévole également. Donc, l'effectif, c'est 61 bénévoles à Montreuil, pour lesquels on tend à faire détenir et les diplômes de premier secours en équipe de niveau 1 et les diplômes de premier secours en équipe de niveau 2, pour la partie opérationnelle, mais également les diplômes d'accueil et d'écoute psychologique de premier niveau, pour la prise en charge des personnes qui seraient sinistrées, et l'accompagnement, et puis les diplômes d'équipiers solidaires. Et quand on y arrive, on amène les gens vers une progression de compétences qui mène vers chef d'équipe de secours, chef de poste de secours, et puis chef d'équipe solidaire et sociale. Ça, c'est de la montée en compétences de nos bénévoles. Alors, du coup, voilà, que des bénévoles sur votre antenne. Si dans nos auditrices et nos auditeurs, il y a des personnes qui souhaitent devenir bénévoles à la protection civile, comment on fait pour devenir bénévole? Et est-ce qu'il y a la nécessité d'avoir des compétences particulières pour participer aux missions? Alors, au recrutement, non. Il n'y a pas de besoin de détenir de compétences particulières, mais inévitablement, il faut que dans un délai relativement court, j'allais dire, il y en ait qui soient acquises. Donc c'est pour ça que le directeur... alors je suis accompagné dans la tâche qui est la mienne d'un bureau en termes de gestion de l'association, d'un bureau et de 5 directeurs. Un directeur des opérations, un directeur local des opérations, un directeur local de la formation, un directeur local de la communication, de la technique et de l'action solidaire et sociale. Et chacun, en fait, a sa mission. Pour la partie recrutement, je l'ai délégué au directeur des opérations qui l'assume actuellement. Et donc, inévitablement, quand il va recruter quelqu'un, soit il va avoir une plus grande largesse dans le recrutement quand les gens arrivent avec des diplômes qui sont déjà détenus. Parce que c'est des gens qui sont immédiatement employables et qui peuvent participer aux missions. Il n'y a rien de plus frustrant pour un bénévole qui nous rejoint que de devoir attendre un délai de formation parce qu'il arrive sans compétences particulières
Et donc, et c'est arrivé, qu'on en ait qui viennent nous voir. Les bénévoles ont envie d'être opérationnels rapidement. Exactement. Ils veulent s'engager tout de suite. Ils veulent pas qu'on leur dise, dans 8 mois, il y a le prochain cours, il faut aller le suivre. C'est long. Ouais. C'est long. Et pour autant, il y a des situations où on y a été contraint. Je pense notamment le Covid. Le Covid, on a eu beaucoup de gens qui se sont portés, qui ont voulu s'engager auprès de nous, mais dans une période où on pouvait plus enseigner. Donc d'un seul coup, il y a inadéquation entre la volonté des gens et puis ce qu'on peut faire. C'est moins régulièrement le cas parce que l'offre de formation sur Paris et à la protection civile parisienne, elle est énorme. C'est à peu près 3300 formations par an pour plus de 30 000 personnes formées. Donc on a tout le temps quelque chose qui est dans le mois dans lequel on s'engage. On doit pouvoir suivre le premier secours en équipe de niveau 1, le premier secours en équipe de niveau 2. C'est les 2 diplômes sur lesquels j'appuie un peu plus particulièrement parce que c'est ceux qui vont permettre d'avoir une activité très soutenue. L'activité solidaire, elle existe, mais on fait pas des maraudes tous les jours alors on fait des maraudes tous les jours, mais je veux dire, à l'échelon local, Montreuil, on fait pas des maraudes tous les jours à Montreuil. D'une part parce qu'il y a peu de SDF. En tout cas, il y a peu de SDF dans les endroits où on est autorisé à aller les visiter, c'est-à-dire voies publiques, et la rue notamment. On va pas faire de maraude dans le métro, par exemple, parce que dans le métro, ils ont un service spécifique qui est chargé de l'accompagnement social. Et donc, les personnes qui veulent nous rejoindre, en fait, si elles veulent avoir une activité continue et fréquente, c'est l'activité opérationnelle qui va se prêter à ce profil-là. Et nos bénévoles, ils sont âgés de 16 ans et aujourd'hui jusqu'à 60 ans. C'est bien, vous faites les questions à ma place, c'est très bien. Si un jour vous voulez laisser un petit peu la protection civile, on vous prend avec nous. Non, mais j'y pensais parce qu'on a à Paris, alors quand je dis Paris, c'est Paris et la couronne, c'est protection civile parisienne. On a des formations de cadets. Donc là, c'est en dessous de 16 ans. C'est-à-dire ils nous rejoignent à partir de 12 ans et ils ont 4 ans au cours desquels ils vont apprendre le civisme, comment ils vont suivre les formations, et puis ils vont apprendre à s'intégrer dans le dispositif global de fonctionnement de la protection civile parisienne pour qu'à 16 ans, ils puissent rejoindre une des antennes parce qu'on ne peut pas employer les mineurs avant 16 ans en opération. Oui, bien sûr. Alors, je continue encore sur cette question-là. Vraiment, on veut devenir bénévole à la protection civile. Combien de temps ça prend en moyenne? Alors bon, c'est toujours du bénévolat, c'est en fonction de notre vie, de nos métiers, etc., du temps qu'on a de disponible. Mais en moyenne, les bénévoles, ils sont opérationnels. Combien d'heures par semaine, si ça a été quantifié? Alors, non. Malheureusement, c'est pas quantifié. J'allais dire peut-être c'est même pas quantifiable parce que c'est vraiment personnel dépendant. On a des bénévoles qui sont salariés dans une entreprise. Ils ont un petit peu moins de disponibilité. On en a qui sont chômeurs. Ils ont une grosse disponibilité. On en a qui sont étudiants en alternance. Ils sont disponibles quand ils sont à Paris. Ils sont pas disponibles quand ils sont dans l'entreprise. Donc, d'un seul coup, c'est somme toute très relatif. Et au-delà de ça, le principe de fonctionnement de l'association, c'est vraiment le bénévole s'engage sur la mission, c'est-à-dire globalement, qui l'intéresse. Alors, c'est pas une formulation, mais c'est plutôt une façon de faire que j'essaye de maîtriser un petit peu, parce qu'en l'occurrence, c'est pas celle qui me plaît le plus. Moi, je viens à l'association pour y faire fonctionner l'association. C'est-à-dire, quelle que soit la mission, évidemment, j'aime pas le foot. Mais si on est engagé sur un match de foot, comme je suis le chef, je vais sur le match de foot. Je préférerais aller voir un concert d'un chanteur, Calogero pour ne pas le citer par exemple. Mais d'un seul coup, je fais les deux parce que c'est le principe même de fonctionnement de l'association qui est comme ça. Je peux pas faire que ce que je veux. Et c'est un peu le message que je fais passer à mes bénévoles. Et puis, alors pour le coup, à Montreuil, j'ai une équipe de bénévoles qui est très particulière. Alors, parce que le fonctionnement de l'antenne est un peu particulier et donc
je suis gendarme, et donc je la pilote un peu avec une méthode un peu gendarmique, mais ça marche très bien. Et je peux vous assurer que j'ai une équipe de bénévoles qui est extraordinaire. Et donc, ils assimilent vite la façon de ce que je veux mettre en œuvre. Et d'un seul coup, quand il y a quelqu'un qui s'intègre au dispositif, les nouveaux qui arrivent et qui n'ont pas la même vision que ceux qui sont là depuis plusieurs temps, c'est les secouristes qui font la police eux-mêmes. Ils disent, non, tu peux pas faire que ce que tu veux, sinon il y en a qui vont faire tout le reste, et ça va pas forcément leur plaire. Donc l'équilibre se fait par l'intérieur de l'association aussi. D'accord, nous avons vu que la protection civile organise de nombreuses formations. Quels sont les types de formations que vous donnez ? Alors, on dispense des formations donc pour le grand public, qui désormais est le diplôme de premier secours citoyen, qui vient remplacer depuis peu le diplôme de prévention et secours civique de premier niveau, PSC, pour PSC1 auparavant. Ça, c'est un diplôme vraiment destiné au grand public. Ensuite, on a les diplômes qui sont destinés à des gens qui ont envie de rejoindre des équipes de secours. Donc, PSE1, premier secours en équipe de premier niveau, et premier secours en équipe de deuxième niveau, ce sont des diplômes qui nécessitent de travailler en équipe. Donc, le particulier qui a pas envie de rejoindre une équipe de secours, il a peu de raisons, hormis professionnellement, s'il fait partie d'un centre de secours ou je sais pas quoi, qui veut pour intégrer plus vite sa structure. Mais sinon, il a peu de raisons de détenir un diplôme dans lequel il va devoir utiliser du matériel, et puis une formation dans laquelle il va devoir utiliser du matériel, et puis être à plusieurs, s'il est toujours tout seul. Ça a un peu d'intérêt. On fait des formations professionnelles, on fait des formations pour les entreprises. Le diplôme de SST, Secours et Santé au Travail, Secours et Sécurité au Travail, pardon, c'est un diplôme qui est destiné aux salariés des entreprises, c'est enseigné à la protection civile parisienne. On fait les formations de pédagogie initiale commune, donc pour enseigner cette fois-ci. Et derrière, on décline pédagogie initiale commune et pédagogie appliquée aux emplois opérationnels à l'emploi opérationnel PSC, donc pour l'enseignement du diplôme de premier secours citoyen et pour l'enseignement des diplômes de premier secours en équipe. Ça, c'est des personnes qui vont aller suivre un cursus de formation qui va les faire devenir formateurs. On fait formateur de formateurs aussi. Et donc, tout ça fait une offre de formation qui est assez conséquente. On fait des formations de secours aux nourrissons. J'allais dire secours au quotidien. C'est pas tout à fait le terme, mais d'un seul coup, le terme exact m'échappe, mais c'est plutôt, à la maison. Prévention du danger à la maison. On laisse pas la casserole avec la queue qui dépasse du gaz, etc. Voilà. Donc tout ça s'est enseigné aussi. On a des formations spécifiques, gestes et postures également pour les personnes qui seraient amenées à travailler dans des entreprises et à faire de la manutention. D'accord. Et comment on fait pour participer à ces formations ? Alors, quelle que soit la formation. Facile. www.protectioncivile.org et là, il y a tout le catalogue de formations qui est en ligne. On se connecte. Et alors, deux hypothèses. Soit on choisit quelque chose en fonction de la date, et ça nous donne les lieux où il y a des formations qui se déroulent. Soit on choisit le lieu où on veut faire la formation, et puis à ce moment-là, ça nous donne les dates à laquelle il y a des sessions qui sont disponibles. D'accord. Juste pour rajouter là-dessus, et on s'inscrit sur la formation et ça marche exactement comme pour le train. Ouais. On s'inscrit en ligne, le paiement en ligne, enfin tout, puis après on vient à l'heure et à l'heure de convocation et au lieu indiqué, avec plusieurs centres de formation. On a des formations qui se déroulent dans tous les départements de la Couronne et à Paris. Et des fois des formations, notamment pour PSC, des formations qui se déroulent simultanément sur plusieurs arrondissements dans Paris. Donc, normalement, quelqu'un qui cherche une formation, il trouve assez rapidement quelque chose qui lui convient. Ah bah c'est assez clair. C'est assez clair. J'ai fait au mieux. Oui, non, mais c'est bien. Après, bon, voilà, il faut aller sur le site internet et puis les gens vont voir toutes les différentes formations. Et puis s'il y a des responsables d'entreprise qui veulent organiser des formations en interne, voilà, ils vont aussi sur le site. Oui, exactement. Il y a une mesure un peu particulière pour les entreprises parce qu'ils doivent cocher quelques cases spécifiques. En l'occurrence, je suis pas un particulier. Voilà, oui.
Oui, puis ça rentre dans un autre cadre, etc. Mais voilà, c'est bien. Je savais même pas que vous faisiez. Et sinon, ça, on peut communiquer le numéro de téléphone, 01 43 37 0101. On le redira après. D'accord. Tout à l'heure. Quel est alors? Bon, nous, comme vous êtes une association, on aime bien savoir comment fonctionnent des associations. Et du coup, voilà, vous êtes une association de protection civile où il y a vraiment un impact, on vous voit un peu partout. Comment ça fonctionne? C'est quoi le modèle économique? Des subventions, des cotisations, des dons? Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous faites des fêtes ou vous vendez des calendriers, des choses? Enfin, je sais pas, voilà. Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai pas le physique pour faire des calendriers. Je suis navré. Non, ça, je peux pas. Non, alors, on a un modèle économique qui est un modèle économique global d'association. C'est-à-dire, alors la cotisation, très clairement, il n'y a rien à cacher, elle est de 10 € par personne. Vous imaginez bien que c'est pas déjà avec ça qu'on fait fonctionner l'association. On est 61, le calcul est vite fait. Si on est avec ça, nous, c'est pareil. Ça ne marcherait pas. Nous, c'est 10 €, c'est pas avec les 10 € qu'on fait fonctionner la radio non plus. On est d'accord. Donc ça, alors on a, on est subventionné par la ville de Montreuil. Alors là, je parle local, à l'échelon local. Oui, localement, oui. Ouais. On est subventionné par la ville de Montreuil avec une subvention qui est raisonnable et qui nous permet d'absorber notamment une partie de nos locations de locaux. Et puis ensuite, c'est l'activité des secouristes en fait qui va permettre de financer le fonctionnement de l'association. C'est-à-dire que quand on va implanter, la loi fait obligation à l'organisateur d'un événement qui rassemble du public de mettre en place un dispositif de secours prévisionnel pour les gens qui viennent sur cet événement. D'accord. Eh bien, cette mise en place de dispositif prévisionnel de secours, elle va être facturée à l'organisateur. Alors, pour une raison simple, et parce que on va d'un seul coup lui retirer la responsabilité de la victimologie qu'il va avoir sur son événement, qui va nous être déléguée. Et ben ça, malheureusement, la responsabilité, ça coûte. Bien sûr. Et les secours sur un événement, en fait, de les dispenser, ça coûte aussi, ça consomme du matériel, ça prend du temps. Et donc, c'est les dispositifs prévisionnels de secours que l'on met en place qui vont permettre de financer le matériel dont on va avoir besoin, les véhicules dont on va avoir besoin. Et si on devait extrapoler un tout petit peu, à Montreuil, l'association, le fonctionnement, ce sont 2 ambulances, un véhicule de soutien aux opérations de secours, plusieurs lots de matériel, parce que les lots de matériel, on n'y met pas ce que l'on veut. Les lots de matériel, ils sont configurés par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui a prévu un référentiel qui dit, voilà, dans votre lot de matériel pour tel type de poste de secours, vous devez avoir telle chose. D'accord. Donc tout ça, c'est du matériel qui s'achète, c'est du matériel qui peut faire l'objet d'immobilisation, parce qu'il y a des matériels qui sont coûteux. Un T7, un appareil qui permet de réaliser un électrocardiogramme, ça coûte 15 000 €. Eh ben justement. Voilà. Avez-vous actuellement des besoins spécifiques dans votre antenne, bénévole, dans matériel? Alors, j'allais dire les besoins en dons financiers, j'allais dire on en a besoin au quotidien, tout au long de l'année pour permettre le développement de l'activité et puis le renouvellement des matériels qui peuvent arriver à obsolescence et puis surtout s'équiper des nouveaux matériels qui sortent pour permettre une meilleure prise en charge de nos victimes qu'on pourrait avoir à prendre en charge sur les dispositifs prévisionnels de secours. Il y a encore 5 ans, on n'avait pas d'appareil qui permettrait de réaliser les électrocardiogrammes. Maintenant, on est en capacité de le faire. Donc, ce qui permet d'avoir au médecin du SAMU, de ne pas envoyer un médecin pour juste faire un électro, et on est en capacité de le faire nous-mêmes. Il reçoit le tracé, il sait s'il y a besoin d'envoyer un médecin pour faire des soins à la personne ou si on peut la transporter nous-mêmes. Très important. Enfin, ça permet de gagner en temps, précieux pour la survie des victimes, le temps, et puis en efficacité pour la prise en charge. Et le matériel, incontestablement, ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher. Et comment, sinon, nos auditeurs, auditrices peuvent faire pour vous aider? Alors, sur le site internet, il y a aussi une partie, en plus de la partie formation, il y a une partie dons. Donc, ils cliquent et puis ensuite, ils peuvent affecter le don qu'ils proposent. Là, en l'occurrence,
autant travailler pour Montreuil. Donc ils peuvent affecter leurs dons en précisant je soutiens l'activité de l'antenne de Montreuil dans le formulaire de saisie. Et puis mais s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui sont pas sur la partie 93, ils peuvent faire la même chose sur les communes de leur département. Oui, comme l'a rappelé Neila tout à l'heure, il y a 98 APC. Exactement. Donc il y a de quoi faire. Eh ben, on arrive à la fin de notre deuxième débat, deuxième partie, et on avait encore des questions, mais voilà, peut-être que je vais les poser après la deuxième pause musicale qui a été choisie par David, notre directeur artistique et programmateur musical. Et donc c'est Placebo, Protège-moi. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Qui glace la raison. Paupières baissées, visage gris, surgissent les fantômes de notre lit. On ouvre le loquet de la grille du tout dit qu'on appelle maison. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Sommes-nous les jouets du destin? Souviens-toi des moments divins, planant éclatés au matin. Et maintenant nous sommes tout seuls, perdus les rêves de s'aimer. Le temps où on n'avait rien fait, il nous reste toute une vie pour pleurer. Et maintenant nous sommes tout seuls. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Et voilà, Protège-moi de Placebo. Alors, une dernière question, Neila, avant qu'on dise au revoir à Monsieur Perrin. Avez-vous des liens avec d'autres associations, des villes, des départements? Alors, sur Montreuil notamment, on a une activité qui est régulière avec les Restos du Cœur, qui a été très vite, qui s'est installé très vite à la création de l'association, parce qu'en l'occurrence, ils sont 2 numéros de bâtiments à côté de chez nous, donc inévitablement ça rapproche. Et puis on bénéficie de facilités qu'on a réussi à mettre en place avec leur gouvernance, notamment parce qu'ils ont un grand parking et nous, nos interventions sont souvent la nuit. Donc comme il est inutilisé, on profite de l'espace qu'ils laissent eux la nuit. Et quand on doit venir ici en intervention en pleine nuit parce qu'il y a un immeuble qui est en feu et qu'il faut prendre en charge les gens, on n'a pas le temps de chercher une place pour stationner les voitures des bénévoles.
Eh ben, vous voulez que je vous dise, ça tombe bien parce que je vais bientôt aller les voir et c'est peut-être nos prochains invités de la prochaine émission. On a des activités ensemble où on leur donne on leur donne du matériel ou comment. Donc on parlera encore de la protection civile quand on parlera des Restos du Cœur, c'est bien. Eh bien, on arrive à la fin de notre émission. Alors quasiment à la fin. Donc merci monsieur Perrin. Responsable de l'antenne locale de la protection civile de Montreuil, Bagnolet, Romainville. Et là, je vais pas oublier à chaque fois les deux autres villes. Donc, merci d'avoir participé à notre 15e émission. Et puis, si nos auditeurs veulent avoir plus d'infos, comment on fait pour vous contacter? Donc là, allez-y, le mail, le numéro de téléphone. Alors, le site internet, on l'a dit. Si c'est pour Montreuil, très localement, et du recrutement, contact @protection civile avec un E tout attaché -montreuil.org, contact @protection civile-montreuil.org. Si c'est pour quelque chose de plus général et de la formation, par exemple, le site internet protection civile tout attaché.org. Là, il y a une partie formation, une partie opération, si quelqu'un a besoin de mettre en place un dispositif de secours sur une manifestation qu'il met en œuvre, ou de la formation. Tout se fait par Internet. D'accord. Eh ben, très bien. Merci. Eh ben, pour terminer, merci à David, notre technicien régie, pour la préparation de cette émission. Merci à Neila d'avoir participé pour la première fois à cette émission et qui participera, je l'espère, aux prochaines. Ne me laisse pas, reste avec moi. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été encore une fois nombreux et nombreux à l'écoute. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même heure, pour la rediffusion de cette émission. Et on se retrouve en direct le mois prochain. Ça devrait être, j'ai pas le jour en tête, mais voilà, le premier jeudi du mois prochain. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission dès demain en replay sur notre plateforme de podcast ou depuis notre appli mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux Facebook et Instagram. Bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthology, Jazzomania, et on retrouve David à 23h pour Club Ems, le mix by David. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed.